C'est bon. C'est bon? Ouais. Nous y sommes, Seb. C'est parti. Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette visioconférence sur les habiletés mentales dans le contexte actuel. Alors, nous vivons en ce moment une situation qui est tout d'abord inédite et qui est arrivée par surprise il y a environ 2 mois et demi et qui oblige tout le monde à s'adapter. Donc, on va donc échanger pendant 1 heure avec plusieurs intervenants. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter Sébastien Clerc, qui est préparateur mental, qui est ancien rameur de haut niveau et qui intervient sur la ligue, sur les équipes de ligue depuis 1 an maintenant. Je vais vous présenter maintenant Corentin Hamé, qui, voilà, en bas à droite pour moi. Donc Corentin Hamé qui fera un petit témoignage tout à l'heure, qui répondra à quelques questions. Donc Corentin est athlète de haut niveau. Il a représenté la France l'an dernier au championnat du monde moins de 23 à Sarasota. Et je vais vous présenter Pascal Touron. Donc Pascal Touron qui est élu au comité directeur de la Ligue, qui est président de la commission sportive de la Ligue Nouvelle-Aquitaine et qui est un ancien athlète de haut niveau, qui a été médaillé olympique à 2 reprises, en 2000 et 2004, et qui a été champion du monde également. Et donc Pascal, je vais te poser la première question de cette visioconférence. Est-ce que tu peux expliquer la démarche de la Ligue par rapport à la situation qu'on vit actuellement? Bon, déjà, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous bien. Là, on est dans la période effectivement où on est sorti du confinement maintenant depuis pratiquement bientôt 2 semaines. Et la Ligue a réfléchi en amont de ce déconfinement de ce qu'on pouvait faire pour essayer d'apporter dans un premier temps aux athlètes que nous avions convoqués cet hiver sur les stages des J18 et sur les stages J16, pour leur donner un peu la parole dans ce contexte un peu, le mot est un peu faible peut-être, mais dans ce contexte inédit, qui nous partagent leurs craintes, leur vue de la situation du moment. Et on doit dire que les résultats ont été quand même assez positifs sur cette intervention que Sébastien a réalisée pour la Ligue. Et donc on a souhaité poursuivre cette expérience afin de proposer à un plus grand nombre cette fois des échanges sur le contexte psychologique sportif que chacun vit actuellement, avec ces pertes de repères qui peuvent avoir lieu, ce chamboulement de la saison qui est complètement remise à plat, avec des échéances importantes qui ont été annulées cette année. On pense notamment sur les championnats de France bateau court, ce qui était une échéance importante. On pense bien sûr à la Coupe de France, la Coupe des régions un peu plus récemment. On pense aux Jeux olympiques qui ont été repoussés. Donc il y a tout un contexte qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation où les athlètes, et à juste titre, se posent des questions. Les athlètes, certes, mais aussi il peut y avoir l'encadrement qui peut se poser des questions. Donc on a essayé de mettre en place cette démarche pour justement essayer d'échanger sur des thèmes qui ont pu ressortir au travers des échanges qu'on a pu avoir avec les athlètes qu'on a vus lors de l'intervention de Sébastien Leville. Merci Pascal. J'en profite pour vous dire que si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser sur le live Facebook, et que dans une deuxième partie de la visioconférence, Sébastien, enfin, on choisira quelques questions pour y répondre évidemment. Mais n'hésitez pas d'ores et déjà à les poser. Donc Seb, je me tourne vers toi maintenant. Suite aux échanges que tu as eus avec les athlètes de la Ligue le 8 mai, quel constat tu as fait toi? Bonjour à tous. Quel constat j'ai fait? C'était important qu'on puisse réunir en effet le collectif jeune, là, les J16 et les J18. Au total, ça faisait quand même 47 rameuses et rameurs qui ont
qui ont été interviewés tout au long de cette journée-là. Donc, c'était important de trouver un moment d'échange et de rencontre pour pallier la suppression notamment de la Coupe de France pour le collectif aquitain. Et l'idée, c'était de leur donner la parole justement pour avoir un lieu où à la fois ils étaient avec leur collectif et leurs équipages, mais aussi un lieu où ils pouvaient exprimer peut-être des choses qu'ils n'avaient pas d'autres endroits pour exprimer, n'ayant plus la structure du club et la proximité de l'entraîneur, n'ayant plus la proximité de leurs coéquipiers ou coéquipières. Et de pouvoir mettre des mots sur tout ce que les athlètes pouvaient ressentir dans cette période, comme tu l'as dit, qui est unique, qui est totalement incertaine, qui l'était en tout cas quand on les a rencontrés, qui est mondiale par ailleurs et qui génère chez nous tous à la fois un sentiment de perte de repères, de perte de contrôle et de vulnérabilité. L'objectif de cette journée, c'était aussi de pouvoir partager avec eux au travers de leurs ressentis, quelles pouvaient être les bases à tirer, les conclusions à tirer en vue du futur, sachant que de toute façon, cette situation exceptionnelle allait s'arrêter à un moment donné et qu'on allait retrouver les bassins, nos bateaux, etc. Donc, les constats qui ont été faits, ils sont assez classiques, ils sont assez partagés par l'ensemble des sportifs, tous sports confondus, qu'on a pu entendre à droite à gauche là depuis 2 mois et demi. Mais aussi par finalement les habitants lambda qu'on est nous tous au sein de nos familles, nos amis. Classiquement, on réagit par des comportements, on réagit par des pensées qui nous habitent, on réagit aussi par des ressentis, des émotions. Et finalement, ces trois éléments sont des points d'entrée, émotions, comportements, pensées. Selon les cas, peuvent être des points d'entrée privilégiés pour réagir à cette situation du confinement et de l'épidémie. La différence avec cette période, c'est que ces comportements sont des comportements observés inhabituels. Les émotions que l'on ressent sont plutôt les émotions inconfortables et les pensées qu'on peut avoir sont plutôt anxiogènes et envahissantes de manière beaucoup plus majoritaire que d'habitude. Donc, ce qui nous a été dit par l'ensemble des J16, des J18, si on essaye de le synthétiser, de le globaliser, c'est un petit peu tout ça. Il y a beaucoup de fatigue nerveuse, chez certains, il y a de la déception, il y a beaucoup de frustration aussi. La frustration de s'être entraîné pour rien tout au long de l'hiver, de ne pas pouvoir se mesurer aux autres, de ne pas pouvoir faire des compétitions. Ça, c'est quelque chose qui a été évidemment largement répété par les uns et les autres. Ils expriment de la colère pour certains, et c'était bien qu'ils puissent l'exprimer entre nous sans risque, entre guillemets. Avec des phrases, je vous les ai mises à l'écran, mais je grogne, j'ai une boule de colère dans le corps, j'ai envie de taper, j'en peux plus. Voilà, que ce soit les filles ou les garçons par ailleurs. Voilà, c'est une expression, l'émotion dominante a été celle-là chez certains. De la peur, évidemment, partagée par tous. Alors, des peurs variables, mais notamment des peurs sur la reprise. Est-ce que je vais avoir perdu toute ma force? Est-ce que je vais être en danger si je sors? Est-ce que je vais être en danger si je vais au club? Est-ce que les choses vont s'améliorer ou pas? Et finalement, tout ça entraînant aussi des difficultés motivationnelles. Donc, on a observé que chez à peu près tous les sportifs, dans les premiers temps où simplement le confinement était annoncé, notamment les jeunes étaient contents de ne plus aller au collège, de ne plus aller au lycée. Il y avait un peu cette euphorie de se sentir en vacances pendant quelques jours. Et puis, à mesure que les annonces arrivaient, qu'on avait justement les annulations, d'abord des championnats de France sélectifs pour les équipes de France, ensuite du stage final pour les équipes régionales et la Coupe de France, tout s'exprime une motivation qui clairement a baissé et qui en tout cas a été extrêmement irrégulière chez les uns et chez les autres. Et certains expriment aussi des découragements, au sens où le seul moteur de leur motivation était le fait d'avoir des compétitions et que la disparition de la compétition devient une absence aussi de motivation totale. Et puis différents troubles du comportement qu'on a pu tous connaître, se décaler dans les horaires de coucher, de lever, des troubles du comportement alimentaire, un petit peu de boulimie, tendance à aller mettre le nez dans le frigo 10 fois par jour, voilà, des choses comme ça, et de l'anxiété évidemment, des difficultés d'endormissement par exemple. Ça nous a été exprimé par les jeunes. Là, on synthétise à peu près tous les constats qui ont pu être faits et qui viennent justement résumer ces 3 portes d'entrée que j'évoquais tout à l'heure, que peuvent être soit les comportements, soit les émotions, soit les pensées. D'accord. Et d'après ces constats, comment se sont adaptés les sportifs? Comment ils ont réagi? En fait, quels éléments tu as pu relever, toi? Ce qui est intéressant justement, c'est de se rendre compte que pour certains, ce qui n'est pas la majorité, pour certains, il y a eu une mise en place consciente ou inconsciente de stratégies
pour mieux vivre cette période-là, mieux la laisser passer et puis se projeter sur le futur. Certains sont restés englués dans ces émotions difficiles, dans des pensées envahissantes et finalement ont ruminé pendant 2 mois le fait de ne pas avoir leur compétition, leurs copains et toutes les libertés qu'ils ont l'habitude d'avoir. Chez certains, on a observé le fait de se projeter sur un plus long terme, d'aller au-delà du confinement, de se dire je pense à la saison prochaine, je me dis que de toute façon les choses vont aller mieux cet été ou à l'automne. Je vais profiter de cette période du confinement pour faire plus de physique alors que d'habitude j'ai pas le temps d'en faire. Se redonner des objectifs finalement individuels chacun, qui pouvaient être des objectifs à court terme sur une journée ou à moyen terme sur cette période de confinement pour en tirer un bénéfice et pouvoir se dire à la sortie du confinement en regardant en arrière, voilà, comment j'ai passé cette période, est-ce que je suis fier de moi d'avoir réussi pendant 2 mois et demi à gérer cette période-là. Cette notion-là de fixation d'objectifs, c'est la clé et c'est le point de départ de toute démarche de préparation mentale. D'être au clair avec pourquoi on est motivé et pourquoi on a des objectifs. Ce qu'on a observé chez certains aussi, c'est le fait de donner du sens à la période, de raisonner, de comprendre, d'expliquer et de s'expliquer à soi-même, hein, au sens se parler et contrôler sa petite voix intérieure, contrôler les phrases qu'on a dans la tête, avec c'est normal qu'on soit confiné, on reprendra bientôt, je ne suis pas en danger là où je suis confiné, ma famille n'est pas exposée, etc., etc., d'arriver à donner du sens et à se donner des perspectives. Et cette notion-là, finalement, de pilotage de ce que je me raconte, de pilotage de ma petite voix, de mes pensées, c'est aussi une habileté mentale qui est extrêmement importante quand on fait de la compétition ou quand on fait du sport. Parce que naturellement, le cerveau, il va avoir tendance à avoir plutôt les parties négatives chez une majorité d'entre nous. On a observé aussi chez certains le fait de conserver un rythme régulier dans la journée, se donner une routine de fonctionnement. C'est comme ça que je l'appelle. Et simplement, le fait de conserver un horaire de lever qui est régulier, qui est toujours le même s'il n'y a plus le collège ou il n'y a plus le lycée. D'avoir une journée cadencée, les cours le matin, le déjeuner ou la cuisine avec la famille, le sport l'après-midi, ou l'inverse, mais en tout cas d'avoir quelque chose qui soit régulier, qui soit répété jour après jour, de manière à donner une certaine sécurité à l'organisation. Pour certains profils, c'est quelque chose qui a été très important pour se sentir bien dans cette période-là. Vivre l'instant présent, évidemment, on pourra parler tout à l'heure de pleine conscience, de vivre dans l'instant présent, ça c'est aussi une habileté essentielle quand on fait du sport. Donc on nous a dit, je vis au jour le jour, je ne m'inquiète pas plus que ça, je me focalise sur moi-même, sur ma journée, sur mon frère, sur ma sœur, les grands frères ou les grandes sœurs. Ces choses-là aussi, elles viennent illustrer une autre habileté mentale qui est importante, qui est d'être dans l'instant présent, de ne pas être ni dans le passé, ni dans le futur. S'inquiéter de savoir dans quel état de forme je serai dans 2 mois, finalement, ce n'est pas important parce que ça n'existe pas. Ruminer pendant 1 mois sur la compétition qui n'a pas eu lieu le mois précédent, c'est pareil, ça n'existe plus. Et finalement, quand vous êtes en compétition, l'important, c'est d'être à votre plein potentiel, à l'heure H, au bon moment et à la minute où le starter lance la course. Voilà, on a vu un petit peu toutes ces choses. Je vois le temps qui passe aussi. Ajuster les doses d'entraînement à la forme du moment, assumer sans culpabiliser, évidemment. C'était une période particulière, donc vouloir s'astreindre à des entraînements comme on les aurait fait d'habitude avec la même intensité, alors que on a cette période qui est différente. Ça a pu chez certains être source de culpabilité, en tout cas de pensée négative. Et on a observé que ceux qui avaient adapté leur entraînement, ajusté au jour le jour à la fois l'intensité et la quantité, sont aussi beaucoup mieux passés à travers cette période-là. Ok. C'est bon pour toi, Seb? Ouais. On verra avec les questions, évidemment. Oui, si vous avez des questions par rapport à ces points-là, on y reviendra. L'idée, c'était de mettre un petit peu en analyse les mots des jeunes. Tout à fait, ouais. Vous voyez, je les ai remis quelques-uns. Ceux qui ont cette logique-là de se donner des phrases positives. Allez, bouge-toi, cet entraînement va me servir. Se motiver chaque soir pour faire du rameur, faire de l'ergomètre. On sait tous la pénibilité que peut avoir cet exercice-là, et qui plus est si on n'a que ça comme joujou pendant 2 mois. Mais ceux qui ont pu se donner comme ça des espèces de mantras, finalement, des autosuggestions positives. Je serai plus fort à la fin du confinement, je vais garder mon niveau pour la saison prochaine.
ces démarches-là ont été aussi support de bien-être pour ceux qui ont pu se les donner. Ça peut être intéressant aussi que parmi les auditeurs, il y en a qui puissent s'exprimer sur comment eux, ils ont vécu, comment ils ont adapté, est-ce qu'ils se reconnaissent vraiment dans le discours qu'on a pu identifier au travers les jeunes. Vos réactions, en tout cas, sont bien sûr les bienvenues. Ok, donc on va se tourner maintenant vers Corentin, donc, qui va apporter son témoignage aujourd'hui. Donc, Corentin, je t'ai présenté brièvement tout à l'heure, mais voilà, est-ce que tu veux maintenant te présenter de façon un peu plus complète? Ouais, pas de souci. Bah, moi, c'est Amé Corentin, j'ai 21 ans. Je rame depuis toujours à l'émulation nautique de Bordeaux. Voilà, l'an dernier, j'ai participé à mes premiers championnats du monde, du coup, à Sarasota aux États-Unis. J'ai commencé l'aviron en 2012, toujours à Bordeaux. Voilà, et j'ai fait ma première sélection en équipe de France en junior deuxième année, en J18. Voilà, après une 4e place au bateau court. Voilà, c'est un peu tout. J'ai participé à pas mal de Coupes de France. Et voilà. Très bien. Alors, Corentin, toi, comment s'est passé ton confinement? Comment c'était au début du confinement, quand on savait qu'on était parti que pour 2 semaines, en gros? Comment ça a évolué après, au fur et à mesure des semaines qui s'enchaînaient? Et comment, toi, tu as pris l'annulation de tous les événements qui allaient venir à cette période et cet été, notamment? Bah, c'est vrai que c'était une période un petit peu spéciale parce que voilà, on sortait de la tête de rivière. Le résultat était là et ce que j'ai ressenti aussi. Et j'ai envie de dire que ça arrivait au bon moment et au mauvais moment parce que c'était une période compliquée mentalement, physiquement. Ça faisait déjà plus d'1 an que je faisais de l'aviron non-stop. J'avais pas pris de vacances parce qu'il y avait eu les championnats du monde et tout ça. J'avais enchaîné direct la saison, donc ça commençait à être assez dur. On sortait de la période hivernale, il n'y avait pas de compétition. Et voilà, là, du coup, c'était compliqué quoi, d'aller aux entraînements, de trouver la motivation. Donc, ça tombait un peu bien à ce moment-là parce que ça m'a permis de souffler et de penser à autre chose. Mais ça tombait aussi au mauvais moment parce que c'était la période des bateaux courts et c'était la compétition pour laquelle je m'entraînais depuis assez longtemps. Surtout que cette année, il y avait quand même un plus gros objectif à aller chercher derrière cette sélection. D'accord. Et donc, voilà, comment donc toi... ça... Vas-y. Oui. Non, j'allais enchaîner, mais si tu veux compléter, vas-y. Non, mais voilà, après, du coup, au début de ce confinement, j'étais un petit peu euphorique, je pense un peu comme tout le monde. Voilà, on est à la maison, on a le temps de tout faire, on peut s'entraîner comme on veut. On est assez excité du truc. Mais c'est vrai qu'après, quand j'ai appris que les championnats de France et les championnats du monde étaient annulés, ça m'a mis un petit coup au moral et c'est vrai que c'était pas facile. Et honnêtement, j'ai pris quelques jours où j'ai un peu coupé le sport. J'ai pris du temps pour moi, j'ai soufflé et voilà, pour essayer de me recentrer, me fixer de nouveaux objectifs. Parce que faut pas rester là-dessus, il faut arriver à tourner la page assez rapidement, rebondir et voilà quoi. Alors, tu réponds justement à la question que j'allais te poser après, c'est comment toi tu as géré ta motivation et tes entraînements par rapport à cette situation qui se prolongeait? Ouais. Du coup, ouais, j'ai pris une bonne semaine où j'ai pris le temps de réfléchir à moi, profiter des gens qui avaient à la maison et tout ça, parce que voilà, mon petit frère, je le vois pas souvent et tout, ça fait du bien de passer un peu de temps avec lui. Et ouais, voilà, j'ai essayé de me fixer de nouveaux objectifs. Je savais qu'il y avait encore les championnats d'Europe qui n'étaient pas annulés début septembre. Donc voilà, j'ai pointé mes objectifs vers là-bas et voilà, je continue de m'entraîner comme il fallait ensuite. Et l'incertitude qui est liée à cette période, puisqu'on ne savait pas et on ne sait toujours pas en fait maintenant si on va avoir des objectifs clairs et nets à la fin de l'année.
Cette incertitude-là, tu la gères comment et au niveau des habiletés mentales, est-ce que ça t'apporte quelque chose aussi? Ouais, bah, comme l'a dit Seb tout à l'heure, quand il a parlé de la prépa mentale, bah, si on était dans une période vraiment incertaine et tout ça, c'est vrai que si on reste bloqué là-dessus et qu'on reste dans le flou, on n'avance pas en fait. Et du coup, moi, ce que j'essayais de faire, c'était de chasser au maximum cette incertitude et être plutôt sur des choses assez concrètes, voilà, des choses qui me parlent. Et voilà, j'essayé de pas penser à ça, ça sert à rien de rester bloqué là-dessus. D'accord. Et voilà. Alors justement, je vais revenir, Sébastien, par rapport à ce que tu viens de dire. C'est vrai que la situation actuelle nous permet de reprendre une vie quasi normale, mais à ce jour, bah, il y a pas mal d'athlètes qui ne peuvent toujours pas aller sur l'eau pour s'entraîner. Il y a eu parfois encore une absence d'objectifs. Et il y a une incertitude sur des événements qui vont arriver ou pas. Et donc, il y a quand même une gestion particulière à mettre en place en ce moment, même si on est sorti du confinement. Euh, alors, quels apports, en fait, les habiletés mentales peuvent-elles avoir dans cette situation et surtout, comment les transposer dans une situation qui redeviendra normale tôt ou tard, en fait? Ben, le témoignage de Corentin, il est intéressant. Il vient illustrer tout ce qu'on a dit auparavant et que finalement les 50, J16, J18 ont exprimé, c'est qu'il a eu besoin de couper quelques jours. Donc, il fallait en effet être capable de digérer cette déception, cette frustration, cette baisse de motivation qui était, enfin, qu'on a tous connu et que tous les compétiteurs ont connu, y compris tous ceux qui avaient quand même comme objectif, c'était une année particulière, hein, les Jeux Olympiques à échéance de 4 mois et pour beaucoup d'entre eux, encore des régates de qualification pour les Jeux Olympiques à échéance d'un mois et quelques seulement. Donc, il a fallu gérer ça. Et c'est intéressant ce que nous dit Corentin. Voilà, profiter de sa famille, profiter de son frère qui voit peu, se refixer des objectifs. Voilà, ça fait partie des bases. Des choses justement qu'il a pu travailler depuis plus d'un an sur sa stratégie de préparation mentale. Et quand je l'entends, ça me fait sourire parce que quand je l'entends me dire j'ai essayé d'être sur des choses concrètes, de ne pas rester bloqué là-dessus et de ne pas penser à ça. Mais justement, ne pas penser à ça, c'est penser à ça en permanence, quoi. Et je pense à ça pour pas y penser. Et donc, je pense qu'à ça, quoi. Et en fait, j'essaye de pas penser à la défaite ou à la non-qualification aux Jeux Olympiques ou à pas être sur le podium à faire 4e. Et puis, je vais penser qu'à ça. Et en fait, cette question-là du mental, elle est comme le physique, elle est comme la technique, comme la tactique. En cas régie, si tu peux mettre la diapo suivante, Ouais. Le gain, voilà. Voilà, il y a 4 piliers pour la performance. Capacité physique, on connaît tous, on en fait tous. On est là dans un chat avec les gens de la famille de l'Aviron. On peut faire des B1, des B2, des B3, des B5, des C1, des C2, ça parle à tous. On travaille l'endurance, on travaille la force, on travaille la puissance. Ça, c'est des choses qui sont habituelles et ça ne reviendrait pas à l'idée à personne de revenir en arrière par rapport à ces programmes d'entraînement et à cette planification-là. De la même manière, on a une maîtrise technique. On a un sport à matériel avec des réglages, de la coiffe, de la coule, des hauteurs de coulisses, des hauteurs de cale-pied, tout ce que vous voulez. C'est des éléments aussi qui comptent dans la performance et qu'on ne met pas de côté. Il n'y a qu'à voir tous les entraîneurs en train de policher les bateaux 1 heure avant une finale au championnat de France. Voilà, c'est quelque chose qui est important, qui fait partie de notre fonctionnement. Il y a aussi des schémas tactiques. Parfois, on les évoque pas, mais ils existent. Le principe de dire je fais un départ fort, ou je fais un enlevage fort, ou je fais une série de 30 au 1000 ou au 750. Ce qui l'illustre le mieux, c'est le titre olympique Roland Andrieux à Sydney en 2000. Leur stratégie, ça a été de lancer l'enlevage non pas au dernier 500 comme la majorité des cas, mais dès le 800 mètres, à 800 mètres de la ligne. Ils ont souffert, mais ils ont tenu. Et ils sont champions olympiques. Et cette stratégie, cette tactique de course, ils l'avaient élaborée en amont. Mais une fois qu'on a dit ça, pour être stable, on a besoin des 4 pieds. Si j'enlève un pied à ma chaise, je vais avoir du mal à rester totalement en équilibre. Et le quatrième pilier, ce sont les habiletés mentales. C'est le fait d'être capable de piloter ses pensées. Donc, pas dans une logique de ne pas penser à ça, mais de choisir à quoi j'ai envie de penser. Et faire en sorte que cette pensée, je l'ai réfléchie en amont
je me sois entraîné à y faire référence régulièrement de manière à ce que cette pensée positive, stimulante, aidante, me soit accessible facilement au moment où j'ai envie que ça soit celle-ci qui soit dans ma tête. Donc ça permet d'illustrer, de reprendre ce que disait Corentin. Du coup, si tu mets la diapo précédente, Johan. Non, c'est Seb à la régie. C'est Seb à la régie. Ça roule. C'est adapté. Je te remercie. Du coup, voilà, la logique de préparation mentale, elle se base avant toute chose sur la connaissance de soi. Et ce qui était intéressant de voir, c'est que sur les 47 enfants qu'on a eu, 47 jeunes adolescents qu'on a eu toute la journée du 8 mai, c'est qu'en fait chacun est différent et chaque cas est particulier. Alors après, on peut globaliser les choses évidemment, mais chacun réagit à sa manière. Et c'est important pour un sportif de se connaître et de savoir comment il fonctionne. C'est le point de départ d'une bonne préparation. Certains vont être plus sujets au stress, d'autres non. Certains vont être plus sujets au regard des autres, d'autres non. Certains vont avoir besoin de s'isoler pour s'activer avant une course, pour générer de l'énergie, quand d'autres vont avoir besoin d'être dans le cours. Et finalement, tous ces éléments-là, on a besoin de les comprendre, on a besoin de les évaluer, de les diagnostiquer, et que l'athlète sache comment il fonctionne, et notamment comment il dysfonctionne. Sous-entendu, ce qui fonctionne, je le garde, et ce qui marche moins bien, là où je suis moins dans la gestion, j'essaye de l'optimiser, de l'améliorer, de le modifier, et de faire en sorte que ça me soit beaucoup plus utile. Donc, c'est ce qu'on voit sur ce diagramme, en fait, c'est qu'il y a cette base-là qui est apprendre à se connaître, apprendre à s'observer. C'est un travail qu'on a fait pendant longtemps avec Corentin l'année dernière, en tout début de saison, qui était apprendre à s'observer, penser, apprendre à s'observer, réagir. De manière à, encore une fois, garder le positif et modifier ce qui l'était moins. Et après, dans cette stratégie-là, c'est comme le physique, c'est comme l'endurance, ça se travaille, ça s'entretient. Si vous le faites une fois ou deux, ça ne sera pas pérenne dans le temps. Par contre, si vous le planifiez dans votre semaine régulièrement à retravailler sur la gestion de vos émotions, à retravailler sur la gestion de vos pensées, sur votre stress, par exemple, en s'interrogeant à l'entraînement sur est-ce que sur ce tour de lac ou sur cette montée selon les bassins, j'ai été concentré, est-ce que j'étais engagé, est-ce que mes pensées étaient présentes sur mon jet d'aviron ou est-ce qu'elles étaient sur je dois aller faire les courses après ou j'ai des examens la semaine prochaine. Et tout ça, en l'évaluant semaine après semaine, ça permet d'asseoir une meilleure lucidité, de mieux comprendre ses comportements et de mieux modifier les comportements qui ont besoin d'être modifiés. Et à mesure du travail, on va vers la performance et on va vers une maîtrise beaucoup plus forte de ses habiletés mentales et donc de son potentiel. Si tu mets la diapo qui est après, Seb. Celle-là. Celle d'après encore. Ouais, celle-ci, voilà. J'ai essayé de résumer un petit peu quels sont les points finalement sur lesquels on peut travailler dans le cadre d'une démarche de développement d'habileté mentale. Il y a évidemment les objectifs que j'ai évoqués, en sachant que se dire mon objectif c'est d'être champion olympique ou champion de France, c'est en soi un mauvais objectif. L'objectif, ça va être combien de kilos je peux gagner en tirade ou en squat. Combien de secondes je peux gagner moi personnellement à l'ergo. En combien de minutes je suis capable de courir mon 3000 plus rapidement que le précédent. Voilà. Des objectifs qui sont des objectifs de maîtrise et qui me sont personnels, qui sont ambitieux, mais qui sont atteignables, et qui ne dépendent pas des autres. Parce que si vous donnez 120% de votre potentiel, ou déjà 100% c'est bien, le jour d'une finale, mais que vous faites 6e, et que vous avez tout donné réellement, eh ben vous êtes à votre place. Et finalement, votre objectif, il est atteint. Mais pas l'objectif de résultat. Donc, on travaille sur la définition d'objectifs qui sont des objectifs de maîtrise et qui sont des objectifs individuels. Et qui peuvent permettre du coup de travailler sur les progrès qu'on peut avoir. Et ça, c'est des choses qu'on a pu voir pendant le confinement, c'est-à-dire que certains se sont donné des objectifs à l'ergo. On a vu une foultitude de records de France, de records du monde à l'ergo battus sur des différentes distances, d'ailleurs, des 100 mètres, du 100 mètres jusqu'aux 100 km, en passant par semi-marathon, marathon, des records de puissance. Enfin, on a vu tout, notamment le club de Villeneuve avec toutes ces féminines là qui en a battu, je crois, 14 en l'espace de 24 heures chez les féminines. Voilà, ça c'était des objectifs individuels avec chacune avait l'objectif d'améliorer le score qu'elle avait fait la semaine d'avant. Et ça motive à rester sur l'ergo dans une période où on n'a que ça pour s'entraîner. Et forcément, quand vous avez des objectifs qui sont bien définis, bah, la motivation, elle est plus puissante, elle est plus stable.
Et ceux qui ont réussi à se fixer des objectifs de court terme et de moyen terme, c'est ceux chez lesquels on a observé une motivation qui était beaucoup plus stable au cours du confinement. Et qui, du coup, est d'ailleurs beaucoup plus forte, là, à l'heure de la reprise aussi. Et puis, à mesure que vous réussissez à améliorer un objectif personnel, à gagner, à progresser, et que vous observez ce progrès, vous n'êtes pas capable de l'auto-évaluer, que sur l'attention et la concentration à l'entraînement, vous êtes passé d'un 6 sur 10 à un 8 sur 10 en quelques semaines ou quelques mois, forcément, votre confiance en vous-même, elle augmente. Et puis, la confiance, ça va aussi avec l'estime de soi. Et le regard de l'autre devient moins important. Et donc, vous arrivez à être focalisé sur vous-même dans les moments soumis au stress, etc., etc. Vous voyez, tout ça se travaille et vous retrouvez un petit peu toutes les cibles qu'on peut avoir en termes de travail pour optimiser son potentiel sur l'attention, la concentration, sur la relaxation et l'activation. Là aussi, ça, c'est des jeux mentaux qu'on peut travailler. Et finalement, ces points-là, ils viennent illustrer tout ce qu'on a pu entendre chez ceux qui inconsciemment avaient mis en place des stratégies pendant ce confinement-là. Ok. Du coup, c'est bon pour toi, Seb? Oui. D'accord. Pour l'instant, oui, on pourra continuer. Je vois qu'il y a déjà des questions qui apparaissent. Tu veux poser une question à Pascal? Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en effet, avec la jeune génération qui, par ailleurs, est la génération des réseaux sociaux, des écrans permanents, il y a beaucoup plus de stimulation aujourd'hui sur les jeunes générations que ce qu'on a pu connaître et ce que les générations précédentes ont pu connaître. Le regard de l'autre est aussi beaucoup plus fort qu'avant parce qu'on est et les sportifs sont extrêmement exposés. Donc aujourd'hui, ça devient clairement essentiel de travailler sur ses habiletés mentales. La question que je voudrais poser à Pascal, c'est il a été médaillé olympique, il a été médaillé mondial à plusieurs reprises. Est-ce qu'il avait consciemment ou inconsciemment des éléments dans l'image qui est là, qui étaient développés chez lui? Est-ce que c'était de l'inné? Est-ce qu'il y a eu de l'acquis et du travail? Voilà, c'est intéressant d'avoir aussi le retour d'expérience entre générations d'athlètes. C'était complètement une autre époque. C'était un peu la méthode Darwin. De toute façon, c'était s'adapter ou disparaître. Mais dans le contexte actuel, on voit bien que s'adapter, c'est quand même une force. Et si le sport de haut niveau m'a appris quelque chose, c'est justement m'adapter à toutes les circonstances. C'est-à-dire que ne pas lutter contre des choses qui sont inutiles et s'adapter en permanence de manière à pouvoir continuer à avancer. J'ai pas eu cette chance. Enfin, je pense qu'on est une génération où on n'a pas eu cette chance de pouvoir nous expliquer certains mécanismes que tu as pu décrire. Intrinsèquement, on l'a fait par nous-mêmes, on a fait ce travail par nous-mêmes. Il y en a certains qui ont été en avance par rapport à d'autres. Moi, il m'a fallu un peu de temps pour comprendre un peu tous ces mécanismes. Il m'a fallu quand même pas mal lire de littérature, mais concrètement, on n'était pas forcément en avance en France sur ces méthodes, les méthodes que tu as décrites ou les descriptions que tu en as fait, bien que je suis persuadé qu'en France, il y avait des spécialistes déjà à l'époque de cette approche, mais finalement, c'était pas forcément bien vu de pouvoir faire appel à dire que j'ai des doutes ou que je me pose des questions. C'était pas voilà, mais personnellement, moi, je m'en suis beaucoup posé. J'ai apporté des réponses à beaucoup de questions que je me suis posées heureusement. Je pense que j'aurais eu un apport comme on peut avoir aujourd'hui où ça commence à rentrer vraiment dans les mœurs des athlètes de pouvoir justement échanger avec des professionnels. Ça m'aurait certainement fait beaucoup gagner de temps. Après, bon, je sais pas toi, Corentin, toi, dans ton expérience, bon, tu l'as déjà un peu décrit dans ce que tu as dit jusqu'à présent, mais le travail de préparation mentale, j'ai le sentiment que ça t'apporte quand même une certaine confiance en toi, une certaine maturité, peut-être que nous, on n'avait pas déjà à ton âge. Oui, c'est vrai. Moi, ça m'a ouvert les yeux. Ça m'a ouvert les yeux quand j'ai fait quelques parcours à Libourne tout seul. Je me souviens avec Sébastien, cette confiance en soi, voilà, j'avais pas mal parlé avec lui. Voilà, j'ai jamais éclaté, j'ai jamais eu de soucis pendant les courses, donc ça sert à rien de douter de soi et voilà. Et puis même il me le prouvait par des chiffres, par des chronos, donc
C'est vrai que ce travail-là, il permet de garder cette confiance en soi et c'est vrai que quand il y a du monde et qu'on est en compétition, ben, ça permet de se dépasser et passer des paliers qu'on ne pensait pas pouvoir passer, quoi. Et dans le contexte actuel, tu penses que ça a vraiment été une force pour toi de justement avoir pu, à un moment donné, faire ce cheminement-là et pouvoir finalement peut-être bien vivre cette période? Bah, j'ai mis pas mal de choses en place qui m'ont permis de gérer tout ça, en fait, de gérer cette période. Moi, je sais que je faisais beaucoup d'anxiété et tout ça. Je faisais pas mal d'anxiété et je ruminais tout le temps quand ça allait pas ou quand il y avait un événement qui approchait. Et là, c'est vrai qu'avec ça, j'arrive à passer au-dessus et voilà, c'est pas mal. Corentin, par rapport à ce que tu dis là, est-ce que tu as mis en place des outils quels outils en fait tu as pu mettre en place toi, concrètement Pendant le l'an confinement? dernier quand tu as travaillé, Ah, pendant le confinement, mais même l'an dernier quand tu travaillais sur la prépa mentale, toi, qu'est-ce qui déjà, t'a moi, apporté? ce qui m'a pas mal servi, c'est de tout mettre à plat, tu vois, mettre les choses à l'écrit, voilà, pour avoir un regard un peu plus, enfin, un regard différent sur la chose. Voilà, je sais que par exemple, pendant le confinement, enfin, quand on commence une saison, on se fait un parcours, on set du calendrier, voilà, on sait à telle date, il y a ça, il y a ça. Et c'est vrai que quand tout a été annulé, ben, il a fallu que je me recrée en fait mon parcours à moi, une nouvelle ligne directrice. Et c'est vrai que voilà, du coup, j'ai pointé vers les championnats d'Europe, comme j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Et voilà, j'ai essayé de faire mon parcours à l'écrit, mettre mes objectifs à chaque mois, à chaque étape, pour me permettre d'avancer le plus sereinement possible. Et voilà, être sûr de savoir où je vais. Et penses-tu que cette expérience te permettra aujourd'hui de pouvoir sortir plus fort de cette période de confinement? Ouais, bien sûr. Faut, faut que j'argumente. Mais non, Si, si, mais vas-y. non, mais si tu avais une réponse à apporter à Pascal, vas-y. Mais j'avais une question, moi, pour revenir un peu en arrière sur le championnat du monde l'an dernier ou la finale des bateaux courts. Est-ce que toi, tu as mis des outils en place ce jour-là pour franchir des caps? Ouais, bien sûr. Après, comme il a dit Seb, tout le monde fonctionne différemment. Moi, je savais que, par exemple, j'avais des représentations. Voilà, je comparais pas mal l'aviron à la boxe avec des rounds et tout ça. Ouais, Et voilà, j'avais des mots-clés que je me notais un peu partout autour du poignet. Je sais que des fois, j'avais des bandages avec des mots écrits. Là, par exemple, d'accord. j'ai un petit bracelet, tu vois, Paris 2024, ça reste un objectif, même si c'est très lointain, on sait jamais. Voilà. J'ai toujours ce bracelet avec moi et pour moi, il est significatif. Sur les photos championnat du monde, je l'ai avec moi, ce bracelet, tout le temps. D'accord. Voilà. Et c'est des petits trucs que je mets en place et voilà, quand je le regarde ou quand je pense à des trucs, quand je pense à ça ou à certaines choses que j'ai travaillé avec Seb, bah, voilà, ça me calme et ça me met en confiance pour la compétition. Ok, est-ce que quelqu'un a une question pour Corentin, Pascal ou Seb? En tout cas, moi, j'ai un commentaire parce qu'en effet, Ouais. pour Corentin au départ, il y avait beaucoup d'anxiété dans les résultats qu'il pouvait atteindre, dans le regard que les autres pouvaient porter sur ses résultats. Ça a été clairement un travail, un premier axe de travail, de manière à le calmer, à se calmer lui-même finalement, parce que beaucoup d'énergie partait dans des cogitations sur si je gagne pas, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va dire de moi, etc. Alors que finalement, il fait de l'aviron parce que ça lui plaît, parce qu'il prend du plaisir, et ça, c'est important de le rappeler aussi aux plus jeunes. Euh, cette notion-là, pourquoi j'ai commencé à faire du sport et pourquoi j'ai commencé à faire du sport en compétition. On fait tous du sport, on n'en fait pas tous en compétition, on n'en fait pas tous à haut niveau. Donc c'est important de se rappeler qu'on aime ça, qu'il y a l'amour du sport, il y a du plaisir dans la pratique, et donner plus d'importance à être attentif à ce plaisir-là, à être pour ce qui nous concerne à l'aviron,
dans un sport extérieur, à être sur l'eau, à avoir de la glisse, à avoir des sensations particulières que d'autres sports en gymnase ou autres n'ont pas. Et donner de l'importance à ça, en fait. C'est là où je dis orienter son attention sur des choses qui sont positives et qui nous stimulent plutôt que de les orienter vers des choses qui nous rendent anxieux, qui nous stressent et qui, de fait, nous pompent 5%, 10%, 30%, 50% de notre énergie alors qu'on a besoin d'être à 100% le jour J, quoi. Et donc, il y a eu ce gros travail-là à faire et c'est là-dessus qu'il a notamment progressé. Et je pense que ça, c'est une des ressources qui était nécessaire dans les 2 mois qui viennent de s'écouler, qui est celle d'être dans l'instant présent, de savoir auto-évaluer son niveau de calme et de savoir générer soi-même son niveau de calme. Tu vois, dans les émotions qu'on peut avoir, comme certains jeunes l'ont exprimé, hein, la colère. Alors, la colère, c'est notamment une émotion qui est source d'énormément d'énergie. Elle vous permet de décupler votre énergie face à un éventuel danger, face à quelque chose qui pourrait vous agresser. C'est quelque chose qui est très utilisé, par exemple, dans les sports de combat. La notion de revanche, la notion d'agressivité, la notion de colère, c'est utile dans le rugby, dans la boxe. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Corentin a fait la remarque qu'il faisait souvent référence à ce sport-là. Mais finalement, cette colère, hors d'un contexte où j'ai besoin d'agressivité, elle n'est pas utile, elle n'est pas pertinente. Si pendant 2 heures avant une course, je suis en colère, je grille de l'énergie pour rien. Donc, je dois être capable de me mettre dans un état d'apaisement pendant les 2 heures qui précèdent ma course et éventuellement en colère si c'est quelque chose qui m'active, peut-être 2 minutes avant, au moment où le starter appelle les équipages et où je vais lancer ma course. Avant, ça ne sert à rien. Et 5 minutes après, c'est trop tard. Ça ne sert pas non plus. Donc, cette notion-là de gérer ses émotions, gérer son calme, de savoir s'activer, c'est aussi des choses qu'on a travaillé avec Corentin. Et les mots-clés, ils servent à ça, en fait. Le mot-clé, si vous l'avez travaillé régulièrement à l'entraînement, simplement de le lire, de le voir ou de le penser dans sa tête, doit activer l'état corporel dans lequel j'ai besoin d'être au moment où j'ai à performer. Et d'avoir cette habileté-là, dans une période comme le confinement qui est anxiogène, qui nous stresse, d'être capable de se ramener au calme dans cette période-là, c'était clairement une faculté utile et positive dans cette période-là. Et c'est un travail qu'on fait tout au long de l'année, ça, sur quelles sont les ressources dont j'ai besoin à quel moment. Les ressources, la confiance en soi, le calme, la détermination, la revanche, le combat, comme j'ai dit. Sur une journée de finale, entre 7 heures du matin et votre finale qui serait à 17 heures, vous avez besoin de différentes ressources à différents moments. Apprendre à les utiliser, à les activer quand il faut, vous permet d'être au moment de la course à 100%. Ça te parle, okay, ça, Corentin, cette notion-là? Ton micro. D'accord. Ton micro est coupé, Corentin. Oui, bien sûr. C'est comme ça que j'ai fonctionné. Hein. On l'a travaillé tous les deux et voilà, c'est ça, c'est arriver à gérer ses pensées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et arriver à les mettre au bon moment, au bon endroit, quoi. Voilà, quand on est sur le bord du bassin, qu'on amène son bateau au ponton et tout, ça sert à rien de penser, de s'énerver, profiter du moment. Voilà, la course elle commence pas, donc voilà. Et je rebondis aussi sur ce que Pascal a dit. Il s'est posé beaucoup de questions et il s'est débrouillé tout seul pour donner des réponses qui le satisfassent. Ça, c'est consommateur d'énormément d'énergie. Et le travailler en amont et le travailler pendant l'hiver, pendant le printemps, avant que les courses importantes arrivent, ça vous permet d'avoir des automatismes, d'avoir des raccourcis, en fait. Et notamment dans la tête, hein, au niveau cognitif, de pouvoir switcher en un instant au bon état. Parce que la génération, en effet, d'avant, en tout cas dans l'aviron, qui n'a pas eu la chance de pouvoir pratiquer ces choses-là, ben voilà, soit vous aviez finalement un petit peu de qualité naturelle et puis vous arriviez à trouver vos réponses sans trop consommer d'énergie, soit finalement vous ramiez à 70% de votre capacité. Et je rebondis sur les mots-clés que Corentin a évoqués sur la boxe, sur le combat, qui sont des éléments qui l'activent. Et je reviens sur le titre olympique de Michel Andrieux et J.C. Roland. Quand ils lancent leur enlevage à 800 mètres de la ligne, chacun prononce à voix haute le prénom de leur fils, de leurs 2 fils. Ils avaient eu leur enfant dans l'année et ils ont exprimé à voix haute à leur coéquipier
les deux prénoms des deux garçons qu'ils avaient eu dans l'année. Et ça, ils se l'étaient dit en avance, ils se l'étaient dit avant. Donc, ils se sont pas écrits un bouclier, une stratégie de mots-clés très étoffée, mais mine de rien, c'était de la préparation mentale. Ils s'étaient préparés à ce que, à entendre ces mots-là, leur corps rentre dans un état qui leur permette d'aller à 100% de leur capacité, même au-delà, pendant les 800 mètres qui restaient de course. Et ça a fonctionné. C'est ces choses-là qu'on travaille, en fait. Donc, plutôt que d'être, entre guillemets, dans la chance ou simplement dans l'acquis que certains peuvent avoir, on n'a pas tous les mêmes gabarits, hein. Certains ont une meilleure endurance. Martin Fourcade, a priori, il n'a pas les mêmes poumons, il n'a pas le même cœur que nous quatre ici. Peut-être Pascal était dans cette tendance-là, mais voilà, un poids léger, un poids lourd, on n'a pas les mêmes capacités physiques. Au départ, on n'a pas les mêmes habiletés mentales, c'est une évidence. Donc, ça se travaille. Ça se travaille et chacun doit travailler celles qui sont pertinentes pour lui. Ok, merci. Il nous reste un peu plus de 10 minutes. Donc, on va passer aux questions des personnes qui suivent le live. Alors, j'en ai pas repéré, moi, Seb, puisque j'étais en partage d'écran. Ouais, est-ce que tu en as identifié une? En tout cas, il y a un commentaire de Simon qui a participé aux ateliers avec le collectif Aquitain. Je ne sais pas si elle apparaît. Voilà, pour ma part, j'ai trouvé que la réunion que l'on a effectuée sur la préparation mentale a été très enrichissante. Elle a permis de déterminer de nouveaux objectifs. Cela remotive pour les entraînements en ces temps compliqués. Merci, Simon. Moi, je trouve... En tout cas, c'était vraiment l'objectif que s'était donné la Ligue de Nouvelle-Aquitaine. C'était justement offrir ce temps de parole de manière à pouvoir permettre, dans un premier temps, à ces athlètes de pouvoir repartir en sortie de confinement, remonter vraiment comme des pendules et puis entamer cette seconde phase pour la suite. Et ce qui est intéressant avec la remarque de Simon, c'est que ça permet aussi d'illustrer le fait que il faut pas attendre d'être en équipe de France, il faut pas attendre d'être en finale des Jeux Olympiques pour se poser ces questions-là. C'est-à-dire que ça, c'est un travail de fond, qui est long. Apprendre à se connaître, c'est très long. Comprendre comment on fonctionne, c'est extrêmement. Et ce qui est encore plus long, c'est de changer. C'est de modifier les fonctionnements qu'on a acquis et qui sont pas les bons. En tout cas, qui ne sont pas aidants pour la performance et pour le bien-être. Et donc, du coup, plus on commence jeune, et c'est ce travail qui est fait avec la Ligue d'Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, qui est intéressant, parce que c'est pas vraiment de la préparation, mais c'est au moins de la sensibilisation à ces thèmes-là. Et ça permet à des jeunes qui ont 14, 15 ans, 16 ans, pour les plus jeunes, de commencer à pointer du doigt, à mettre le doigt là-dessus, justement, et à pouvoir commencer à apprendre à s'observer, fonctionner, et donc à initier un bon changement, en fait, et aller vers quelque chose qui leur permettra d'utiliser tout leur potentiel. Donc, ce travail-là avec les jeunes, il est important, et le retour de Simon, c'est cool de l'avoir. Ok, tu prends une deuxième question, Seb? Oui, il y a la question de Johanna. Merci Johanna. Bonjour, faut-il continuer d'adapter les entraînements pendant ce déconfinement pour reprendre progressivement? Oui, alors de la même manière que j'ai répondu tout à l'heure sur la notion de culpabilité à pas être motivé ou à pas réussir à suivre un programme qu'un entraîneur aurait pu donner. S'adapter dans la période du confinement, c'était une bonne stratégie. Ça l'est évidemment. D'ailleurs, il y a eu des interviews avec le médecin de la fédération qui est intervenu là-dessus. On n'est forcément pas dans une période, ça fait 2 mois qu'on est dans une période un peu délicate qui fait que tous les athlètes vont revenir chacun avec un niveau de forme très différent, très disparate. J'ai rapidement parlé des troubles alimentaires, mais pour certains, il y a eu de la prise de poids, pour certains, il y a eu un amaigrissement, il y a eu une perte musculaire. Il y a tous les cas, et forcément, et c'est plus aux athlètes d'ailleurs que je m'exprime, plus aux entraîneurs, on est dans une période qui pourrait ressembler à une reprise de mois de septembre après l'été, quoi, où certains auront fait beaucoup de sport, et puis d'autres rameurs ou rameuses en auront fait un peu moins. Donc forcément, faut réadapter les charges, les intensités, jusqu'à ce que le niveau reprenne un niveau à peu près normal. En tout cas, moi, ce serait un conseil que je donnerais. Ok. Une question de Cédric. Tu peux la lire, Seb? Ouais, est-ce que la préparation mentale peut être un moyen
au collectif de la Nouvelle-Aquitaine de monter sur le podium de la Coupe de France, du moins un nouvel outil? Alors là, Ouais, Pascal. je veux bien intervenir parce que la démarche, on l'a initiée maintenant, ça fait la quatrième saison qu'on a initié la démarche. Voilà, dans un premier temps avec un autre intervenant, mais en tout cas, l'esprit c'était vraiment le même, c'était vraiment de souder les équipes et apporter. Dans un premier temps, on a cherché à ressouder nos équipes au travers ce dispositif, et puis on l'a un peu plus axé effectivement avec ton arrivée, Sébastien, sur cette approche l'approche mentale. Alors clairement, la finalité, parce que les interventions que fait Sébastien, pouvoir dire qu'à la fin de la saison, ce sera grâce à cette approche qu'on pourra monter sur un podium. Bon, je pense que ce serait un peu prématuré de le dire, mais en tout cas, c'est pour apporter à nos athlètes, et notamment les plus jeunes, des armes de manière à ce qu'ils soient plus matures dans l'approche sportive et l'approche de haut niveau. Clairement, c'est pour que nos athlètes puissent, au championnat de France bateau court, intégrer des collectifs nationaux, leur apporter ces outils qui leur permettra, dans un bord à bord, dans un moment donné, ben, il faudra aller chercher dans les tripes la sélection, de ne pas se poser la question et d'avoir des certitudes et de pouvoir aller jusqu'au bout. Donc notre démarche, elle n'est pas tant de vouloir amener notre collectif sur la Coupe de France, mais surtout commencer à préparer nos athlètes à avoir une démarche qui leur permette un jour d'intégrer un collectif. Et cette préparation mentale, Sébastien l'a très bien montré. Et puis je me rappelle des paroles de Jean-Christophe Réland à l'époque, qui lui définissait la performance comme technique, physique, mentale. La stratégie, Sébastien t'en a parlé tout à l'heure, il l'avait dans son contexte, mais en tout cas, lui, il avait formé un triangle, et c'est quelque chose que un certain nombre d'athlètes ont pu à l'époque également s'approprier. Sébastien, si tu veux compléter. Hein. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et on ne peut pas attribuer un quelconque résultat uniquement à l'approche mentale. On l'a vu tout à l'heure, il y a 4 piliers fondamentaux. C'est-à-dire que si vous prenez un bateau qui est réglé n'importe comment, que vous êtes trop bas, que vos pelles ne touchent pas l'eau, j'en sais rien. Imaginez tous les dysfonctionnements qu'on peut avoir dans un bateau. Si vous êtes très bien préparé mentalement, vous allez peut-être garder votre calme et votre sérénité, mais cela dit, vous ne saurez pas gagner la course. Donc, il n'y a pas un pilier plus que les autres. Il faut travailler les 4. C'est plutôt ça mon discours. Et ensuite, une personne bien dans ses pompes sera un bon sportif. Une personne qui est épanouie, alignée, qui fait ce qu'elle aime, donnera plus facilement des éléments pour être performante. Et la préparation mentale, j'y reviens, c'est important. Ça peut être un outil de dynamique de groupe, mais c'est avant tout un outil de développement d'un individu. C'est un outil de développement individuel. Et si chacun de mes individus sont meilleurs, forcément mon collectif aura la capacité à être meilleur. Après, ça suppose quand même d'adjoindre tout un travail sur la dynamique de groupe, qui peuvent toucher à l'identité, qui peuvent toucher à plein de choses en fait. Par contre, ce qui est intéressant, pour rebondir Cédric, c'est quand on a des bateaux avec un barreur. Parce que le barreur, c'est quelque part la petite voix qu'on a tous dans la tête, sauf qu'elle est externalisée. Et quand vous travaillez sur un 8, avec un barreur ou une barreuse, faire un travail partagé, un travail de préparation mentale avec elle sur des mots-clés, sur l'activation ou la relaxation d'ailleurs, sur un certain nombre d'éléments de stratégie, ça peut être intéressant. Ouais. Et ça peut être clairement bénéfique. Et en tout cas, dans mon expérience personnelle, le barreur ou la barreuse a toujours été un élément déterminant dans la performance des 8 rameurs qui composaient un bateau. Parce qu'il y avait justement ces éléments-là qui étaient mis en commun en amont et que ça participait clairement à la bonne activation, à la bonne utilisation du potentiel des 8 athlètes. Ok, merci Seb. Il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'on a une autre question? Je ne pense pas, n'hésitez pas. Il nous reste un tout petit peu de temps si vous avez encore une question à la poser. Il y a pas mal de J16 et J18 qui ont participé, c'est bien. Ça prouve qu'ils continuent à se sentir concernés par ces sujets-là. C'est super. N'hésitez pas à poser une dernière question.
On a des rameuses et des rameurs des collectifs nationaux. C'est bien, on a des entraîneurs nationaux qui nous regardent. Ah. On a Monsieur le président de la Ligue qui fait un commentaire. Pascal, tu veux l'évoquer? Bon, a priori, on n'a pas de questions. Est-ce que tu veux… Il y a la remarque de Michel qui est affichée. Remarque de Michel. Merci, Michel. Bon, en fait, les propos de Michel ne font qu'illustrer ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que la démarche de faire appel, enfin, à cette préparation mentale, elle est quand même assez récente dans notre sport. Peut-être que d'autres sports en France ont été plus précurseurs que nous. En tout cas, les pays anglo-saxons, eux, l'ont été et le sont depuis longtemps, hein, puisque à l'époque aux Jeux Olympiques à Sydney en l'an 2000, les équipes australiennes étaient déjà plus ou moins suivies. Donc nous, il a fallu un peu de temps pour que ça se mette en place. Je dirais que tant mieux. Je suis sûr que ça va permettre à un certain nombre d'athlètes de pouvoir tirer pleinement profit de leur performance et de leur capacité. Bon, merci. Seb, tu veux rajouter quelque chose pour terminer? Non, je remercie tous les participants et ceux qui ont posé des questions. Je vous remercie tous les trois de cet échange. Et en effet, je rebondis sur ce que dit Michel Lagahuser. Il n'était pas de bon ton de faire appel à un psy. Je crois que des Teddy Riner, des Martin Fourcade, nos très grands champions, par le fait qu'ils aient expliqué que dans leur préparation, ils faisaient appel à une aide extérieure pour piloter leur mental, je pense que ça a fait aussi beaucoup de bien. En France, hein, parce qu'en effet, dans d'autres pays, ça existe depuis bien longtemps. Notion de méditation, de pleine conscience dans le basketball, c'est arrivé avec Phil Jackson qui faisait déjà ça avec ses équipes dans les années 80, années 90 et l'époque Jordan. Donc tout ça n'est en effet pas nouveau. C'est clairement nouveau dans notre sport. Je ne sais pas si même la toute dernière génération de médailles olympiques de Jérémy Azou, dans cette période-là, était s'entraîner sur ces thèmes-là de préparation mentale. Je ne le crois pas. Je sais qu'aujourd'hui, c'est plus le cas sur le double lourd, sur les poids légers. Il y a la fédération intervient justement avec Émilie Thienot aujourd'hui à l'échelle des entraîneurs des collectifs nationaux. Donc voilà, ça a fait son chemin. Il y a 25 ans, il n'y avait pas de préparateur physique dans les collectifs, dans les pools d'entraîneurs. Maintenant, dans tous les sports professionnels, il y a un préparateur physique et parfois il y en a même 2 ou 3 et on ne se pose absolument pas la question de sa pertinence au sein de l'équipe. Et on peut croire que la notion de préparation mentale fera aussi ce chemin-là petit à petit dans nos collectifs et que ça deviendra évident. Ok, bon, merci Sébastien. Merci Corentin pour ton intervention, pour ton témoignage. Ouais, pas de souci, avec plaisir. Et n'hésitez pas, voilà, les gens qui regardent les vidéos, si vous avez des questions en privé et tout, sur les réseaux sociaux, vous pouvez venir me voir et poser des questions, il n'y a pas de problème. Merci Pascal pour ton intervention et le partage de ton expérience. Et merci à tous de nous avoir suivis. Ce live va rester quelques temps sur la page Facebook de la Ligue. Donc il est évidemment visionnable plusieurs fois. Voilà. Merci à vous, bonne soirée. Vive la Nouvelle-Aquitaine. Vive la Nouvelle-Aquitaine. Allez, merci à tous, au revoir. Salut, bonne soirée. Au revoir. Au revoir à tous et à toutes.